Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps Esprit Martial. Aujourd'hui nous interviewons Alaric. Alaric qui est un spécialiste des arts martiaux historiques français qui nous parle de l'utilisation des armes, de l'utilisation de toutes ces disciplines que l'on peut retrouver dans la self-défense, comment on fait de la préparation mentale au travers de ces disciplines, de la préparation physique, comment lui procède. Donc n'hésitez pas à écouter cette interview, à la partager à un maximum de personnes parce que c'est vous qui faites vivre nos chaînes. A très vite, tchoubaï. Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps Esprit Martial. Aujourd'hui, nous avons la chance d'interviewer Alaric, que je laisse se présenter. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour cette petite interview. Donc, Alaric, c'est mon pseudo sur Internet et mon vrai prénom, on va dire, c'est Romain. J'ai 36 ans et actuellement, j'enseigne donc les arts martiaux français dans mon club MJC à la Primob. D'accord, merci beaucoup. Alors, surtout, c'est aussi un YouTuber. Il fait des vidéos de très grande qualité pour retrouver les techniques anciennes. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube qu'on vous mettra en lien juste en dessous. Je voulais savoir quelle différence fais-tu entre les arts martiaux et les sports de combat? Alors, la différence principale que je pourrais donner, vu mon point de vue, c'est que le sport de combat se pratique dans une zone, on va dire, sécurisée, réglementée, avec où quand même la sécurité des sportifs est quand même privilégiée, on va dire, alors que l'art martial va préparer pour une situation qui peut-être n'arrivera jamais, mais le jour où elle arrivera, ben, il n'y aura personne pour nous aider, il n'y aura personne pour assurer notre sécurité, et au final, on sera livré à nous-mêmes et à nos compétences. Si le sport de combat permet vraiment de développer énormément de capacités physiques, intellectuelles et morales par la pratique régulière, le bémol du sport, c'est qu'il y a des règles. Chose que normalement on ne trouve pas dans l'art martial. À mon avis, il ne devrait pas y avoir des règles trop restrictives. Tout simplement parce que lorsqu'on est confronté à une situation périlleuse, et quand je dis périlleuse, ça couvre vraiment tout, hein, eh bien, il n'y a pas de ceinture de sécurité, il n'y a pas d'arbitre pour venir nous aider, il n'y a pas de soigneur. On est livré à soi-même. Et donc, ben là, c'est vraiment la différence principale que je ferai entre l'art et le sport. Le sport, il y a une sauvegarde. Pour les arts martiaux, enfin, quand on pratique les arts martiaux, c'est qu'on part du principe que le jour où on en aura besoin, ben, on est livré à soi-même. Oui, je comprends tout à fait, c'est vrai que ce point de sécurité est très intéressant. Alors nous, on a fait un article sur le thème aussi et effectivement, je suis, d'accord avec ce que tu dis. Après pour moi, il y a d'autres différences qui sont plus subtiles dans la façon de pratiquer notamment. Pour moi, on peut faire un sport de combat, si on le pratique comme un art martial, ça en devient finalement. Est-ce qu'on développe, beaucoup de choses à côté? Est-ce qu'effectivement on prend l'aspect self-défense ou l'aspect, surprise? Qui est vraiment le propre de l'art martial. Et oui, je te rejoins tout à fait, hein, la sécurité, voilà, les limites du sport de combat, c'est ce qui fait qu'il y a une différence. Oui, je voulais juste rajouter un truc par rapport à la vision qu'avaient les maîtres français au 19e. C'est qu'eux, ils font pas de séparation entre l'aspect sportif et hygiène sportive et l'art martial. L'un et l'autre s'entraident. C'est que c'est une synergie. L'aspect sportif va renforcer le corps et l'esprit, et l'aspect martial va apporter les techniques et les solutions par rapport à une situation périlleuse. C'est que notre époque où on met en confrontation le sport contre l'art, mais au 19e siècle, les deux sont complètement complémentaires. Je suis 100 d'accord. Ça permet, le sport de combat, ça permet vraiment de sortir de l'utopie ou de l'imaginaire, hein, rentrer un peu dans le «vif du sujet» entre guillemets, mais c'est pas tout non plus parce qu'on n'a pas quelqu'un qui nous agresse, on n'a pas plusieurs, partenaires. Donc voilà, oui, non, je suis d'accord, ça se complète totalement. Enfin, je trouve ça dommage de les opposer, finalement. Et du coup, je voulais savoir quelle différence tu fais, toi, entre la boxe française et la savate? Ha! Alors là, bon, j'ai fait une vidéo assez complète. C'est une de mes premières vidéos que j'ai fait sur la chaîne, qui s'appelle Est-ce que la boxe française et la savate sont-elles la même chose? Eh bien, en On fait, vous mettra non. le lien parce que c'est une vidéo qui est vraiment super. Oui, j'espère. J'espère qu'elle a plu en tout cas. Oui, il y a une différence entre boxe française et savate. Alors, en termes sportifs, la fédération qui chapeaute ça, elle a fait l'amalgame des mots, ce que je peux comprendre en termes on va dire, de compréhension et de publicité. Mais après, dans les faits, quand on va au fond des choses et on va lire les traités, on va lire les pensées des maîtres d'époque, il y a une différence, il y a quand même une sacrée différence, c'est que dans la savate
eh bien, on a plus un jeu bas, un jeu de coups de pied au niveau bas, c'est qu'on monte rarement au-dessus de la ceinture, et si on vient chercher à toucher le flanc ou le partie ventrale, c'est vraiment la hauteur maximum qu'on va venir chercher, et ça va être combiné avec des techniques de ce qu'on appelle de lutte parisienne, de saisie de jambes, alors que la boxe française, il y a deux composantes complémentaires. Il y a le jeu haut qui se rajoute au jeu bas, c'est-à-dire qu'on peut venir frapper au visage avec les pieds. Et surtout, il y a l'incorporation de toutes les techniques de coups de poing que l'on trouve en boxe anglaise au 19e et 18e siècle. Et elle aussi, boxe anglaise que j'appelle traditionnelle, qui n'a rien à voir avec la boxe anglaise d'aujourd'hui. On va dire, elle porte le même terme, mais on ne parle pas de la même chose. Donc effectivement, la différence entre savate et boxe française, c'est tout simplement que la boxe française est beaucoup plus développée et beaucoup plus aboutie techniquement, et elle offre beaucoup plus de solutions face à un adversaire qui peut être très bon. Et en boxe française, on garde cette lutte parisienne dont tu parlais? Alors, ben, toujours pareil, la sportivisation ou ouais, on va dire, on va employer ce mot barbare, qui a eu lieu après les années 50 pour essayer de relancer l'activité, eh bien, ils sont partis dans le tout sport, et il y a eu une volonté de vouloir spécialiser les arts français en les rendant sport. Ils ont voulu les spécialiser, donc il y a eu une fédération de lutte, une fédération d'escrime, une fédération de boxe. Euh, et en fait, ils ont séparé des choses qui étaient liées vraiment profondément entre elles. Effectivement, ils ont enlevé la lutte parisienne de la boxe, mais ça a été une erreur fondamentale. Quand on relit les traités, pour les maîtres, c'est très très clair. On utilise la distance de pied quand on est à distance de pied, de jambes. Lorsque cette distance devient trop courte, on vient marteler avec les poings, et j'insiste sur le terme qu'ils emploient, c'est on martèle, hein, vraiment, c'est le but, on bombarde, voilà, on envoie la pleine puissance, et à partir du moment où l'adversaire chancelle ou commence à voir les étoiles, on lui place un coup de lutte pour qu'il vienne s'écraser au sol, sans aller dans un combat de lutte au sol. C'est qu'on D'accord. on le propulse au sol, mais on n'y va pas soi-même. Donc, quand ils ont spécialisé donc toutes ces pratiques, ils les ont séparées, alors qu'en fait, au 19e siècle, j'y reviens toujours, quand on rentre dans une salle d'armes, on pratique tout. On pratique l'escrime de pointe, l'escrime de contre-pointe, le bâton, la canne, la boxe, la lutte, tout est mélangé. Et on apprend, il y a une synergie qui se fait entre les arts français, c'est phénoménal. On apprend très très vite, parce que tout agit sur tout, et on s'améliore naturellement. Bien sûr, tout est lié, hein. C'est ce que j'aime beaucoup dire aux gens qui travaillent les armes. Ils me disent: «Oui, mais j'aurais pas d'arme en self-défense». Oui, peut-être que tu auras pas l'arme sur toi, mais par contre, le fait de l'avoir travaillé, ça te donne des notions différentes de distance, de manipulation. C'est dommage de fragmenter un peu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. En fait, on est vraiment dans une vue de notre époque contemporaine, donc on voit avec nos ornières. Mais quand on regarde un peu ce qui se fait avant ou ailleurs, euh, eh bien, on s'aperçoit que notre vérité, eh ben, c'en est peut-être une, mais ce n'est pas la vérité sur la façon de pratiquer. Est-ce que tu pourrais nous citer et expliquer très brièvement les principaux arts martiaux historiques européens? Alors, on va dire les deux gros blockbusters qu'on peut retrouver dans les arts martiaux historiques européens. C'est l'épée longue, qui se divise plus ou moins en deux familles, l'épée longue italienne ou l'épée longue allemande, qui ont chacune à son grand maître de référence, puis après il y a plein de traités tout autour. On va dire ça, c'est le gros morceau qui se pratique le plus. Ensuite, on retrouve les maniements de l'épée à une main, donc tout ce qui peut être rapière, épée de cour, le sabre, voilà, on retrouve pas mal de ça. Ensuite, on a l'épée bocle, donc c'est de mémoire l'épée type médiéval avec une petite boucle, une bocle, c'est un tout petit bouclier qui vient protéger la main Ah gauche. oui, je vois. Oui, oui. Ça aussi, c'est bien à la mode, on voit souvent des compétitions là-dessus. De plus en plus, on voit la hache noble de pas d'armes. Donc, bon, là, je vais me faire assassiner par les, les Par experts. les Mais bon, je puristes? ne suis pas trop connaisseur dans tout ce qui se fait au niveau des arts européens. Mais voilà, c'est une forme de hallebarde ou une forme de hache avec une longue hampe. Et donc, il y a un combat à distance et un combat de lutte qui peut se greffer dessus, en fait. C'est assez complet. C'est pas mal à regarder aussi, parce que ça peut partir vraiment très très vite sans qu'on le voit venir. Oui, c'est vrai que j'en ai vu et c'est vrai que c'est impressionnant, hein. Puis même, la parce que souvent ils pratiquent en armure et du coup, la mise au sol, en armure, ça fait un choc.
qui est enfin, vraiment impressionnant, ouais, vu de l'extérieur. Ah oui, quand ça part, hein, ça sert à rien d'essayer de lutter contre, c'est parti. C'est ça. Et c'est un art martial qui est très précis finalement, celui-là. J'en parle un peu parce que je l'ai vu, mais c'est vrai que j'ai été étonné, de la précision de l'endroit où ils plaçaient leurs armes, en fait. Parce que le but est d'accrocher avec, pour faire tomber aussi beaucoup le partenaire. Et c'est vrai qu'il y a énormément de précision, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ben, en fait, même tous les arts martiaux européens sont ultra précis, je trouve. On est loin de l'image d'Épinal du gros bourrin qui tape avec une épée qui fait 5 kilos, hein. En fait, on est totalement à l'opposé de tout ça. Faut pas oublier que les Européens se battent depuis qu'ils se connaissent. Donc, du coup, il est obligatoire dans la logique, et dans la logique d'évolution, on va dire que ben, c'est le plus abouti qui aura le meilleure chance de survie. On peut pas se contenter de taper de façon aléatoire et n'importe comment. C'est obligé qu'il y ait des techniques vraiment abouties qui ont été ou découvertes ou peaufinées. La rigueur technique, elle y est, quoi. Je convie vraiment les gens qui ne connaissent pas à pousser les portes de Allez clubs de la visiter, ouais. MHE et d'aller voir par eux-mêmes qu'ils ne trouveront pas ce qu'ils voient à Hollywood. Ils trouveront quand même quelque chose de beaucoup plus intellectuel et physique en même temps et beaucoup plus abouti que ce qu'ils pensent. Oui, tout à fait. Bon, heureusement, ça se diffuse un peu, hein, et puis merci aux personnes comme toi qui justement sensibilisent les gens à ça. Parce que, beh, c'est des arts martiaux, il y a pas que les orientaux, hein, qui existent et c'est des arts martiaux qui sont très intéressants et justement très aboutis comme tu dis. Donc, voilà, merci beaucoup pour le travail que tu peux faire. Eh, merci. Toi, tu pratiques les arts martiaux finalement, pourquoi cette recherche historique? Alors, bon, je vais peut-être faire une petite chronologie de mon parcours pour comprendre un peu pourquoi j'en suis arrivé là. Avec Euh, plaisir. Donc au début, j'ai commencé par du judo quand j'étais minot. Ouais, enfin, voilà. Bon, après, je critique pas du tout le judo, je trouve que c'est une très bonne école. Mais c'est dommage de pratiquer, d'imposer le judo alors qu'il y avait le jeu de lutte à la française qui est pas mal aussi. Mais bon, c'est l'air du temps, on va dire. Donc j'ai commencé par une forme de lutte qui ne me plaisait pas plus que ça, parce que c'est pas ce que je cherchais. Puis aussi la volonté des clubs à pousser les gens à la compétition et qui, moi, quelque chose, ça me rebutait un peu, donc ça m'a dégoûté. Ensuite, je suis parti, suite à la vision de plusieurs films de Jackie Chan, je me suis inscrit dans un club de kung-fu à Perpignan quand j'habitais là-bas. Là, je me suis vraiment régalé, j'ai trouvé que le pied-point, ça me correspondait beaucoup plus. Et quand j'ai redéménagé plus tard après, je voulais essayer la boxe française, et j'ai donc découvert la savate boxe française, la sportive, donc en 2006. Ça se passe bien, je me régale vraiment, je prends vraiment énormément de plaisir parce que c'est pas que bourrin, il y a vraiment en plus mon professeur était vraiment un très bon technicien, donc il voyait que j'aimais ça, donc il m'a poussé dans les retranchements, et ce qui m'a permis vraiment de m'éclater. J'avais des défis assez sympas. Et un jour, il nous fait un petit cours en nous disant, en nous montrant les vieilles techniques d'époque du 19e, quoi. Alors je trouve ça génial. Je lui dis, mais pourquoi on le fait pas, ça? Et il me dit, bah, parce que c'est interdit. Ah, bah, si c'est interdit, je vais me renseigner dessus, c'est intéressant. Et c'est comme ça que j'ai découvert mon premier traité, donc le traité de Joseph Charlemont de 1899. J'avais franchi le Rubicon au niveau des connaissances et là, je pouvais pas rester, c'était inconcevable de rester dans la fédé où j'étais, sachant qu'ils interdisaient tout ce que je trouvais excellent. Oui, tu te trouvais Donc, trop limité finalement. ah bah là, oui, ça correspond quasiment au moins 50% des techniques qui sont interdites, quoi. Bah, c'est le cas dans toutes les disciplines sportives, hein, de toute façon, si on veut limiter les blessures, on évite, les techniques qui peuvent, blesser, totalement. Je pense par exemple, au judo, qui ont supprimé plein de techniques et notamment le wakigatame, qui est une clé de bras et parce qu'il y avait des blessures parce que les partenaires qui l'apprenaient n'avaient pas le temps de réagir. Donc ils l'ont interdite. Le problème, c'est qu'elle est plus du tout étudiée après, justement dans les clubs de judo, alors qu'elle reste une technique efficace dans d'autres cadres. Et c'est vrai que je comprends ta frustration. Mais c'est exactement ça, j'en parle dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, je crois que c'est ouais, dans une autre vidéo, où les gens ils prendront le temps d'aller fureter. Bah, tu nous mettras Euh, le lien à la limite et puis on mettra le lien ouais, également, il y a pas de pas de souci. problème. Ben, j'explique que la boxe française, ça n'a jamais été un sport, ça n'a jamais été conçu comme ça. Et c'est un art martial civil d'autodéfense. Mais ça n'a jamais été conçu comme un sport. Le but, c'était pas d'être fair play, hein. C'était vraiment de sauver sa vie. Donc, pour qu'on sauve sa vie, soit on court vite, soit on tape fort et bien. Et avec la boxe française, on peut taper fort et bien au bon endroit. Alors, donc, du coup, ben, le fait de rendre une pratique martiale, la transformer en sport, ben, effectivement, comme tu dis, on en arrive à devoir supprimer des techniques parce qu'elles sont dangereuses.
Mais du coup, on arrive à un appauvrissement continu parce que, au final, si on garde que ce qui fait pas mal, en fait, On n'a c'est pas vraiment grand-chose. ouais, il reste pas grand-chose, quoi, hein. Il C'est reste ça. vraiment pas grand-chose. Je pense avoir déjà une petite idée de ta réponse, mais qu'est-ce que tu penses de la compétition? La compétition, elle est très bien pour ceux qui veulent en faire. C'est un accomplissement personnel pour des personnes. Voilà, ils en ont besoin, c'est un moteur, s'ils ont besoin de ça pour s'épanouir, on va dire, mais il faut qu'ils y aillent à fond. Je ne déconseille pas du tout de le faire. Moi, ce que je reproche, c'est de faire croire que tout passe par ça. Je prendrai un exemple qui peut paraître un peu éloigné, mais on va dire une personne qui peint des tableaux à la maison pour se faire plaisir, elle va pas peindre pour vendre ses tableaux, pour faire des expos ou gagner des concours de tableaux. Elle va peindre par plaisir. Et moi, je considère qu'on peut pratiquer des arts martiaux aussi uniquement par plaisir d'apprendre, par plaisir de se mettre des petits défis techniques, par plaisir de retrouver les copains, sans avoir une pression compétitive derrière, sans avoir un but, un objectif à atteindre. Je veux dire, c'est bien pour ceux qui veulent le faire, mais ça peut être très destructeur pour ceux qui sont forcés à le faire. Ouais, non, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Ça peut dégoûter, ça peut blesser sérieusement. Donc c'est Ah vrai oui, que non, mais c'est c'est oui, oui, moi personnellement, ça m'avait dégoûté au plus haut point, hein. ouais, Après, c'était une expérience personnelle. Peut-être que d'autres, ça les a aidés, mais c'était Abersetzer, le maître de karaté, je crois, qui avait fait une ouais. émission un peu une fois dans Ça se dispute, et je me retrouvais totalement dans ses propos. C'est que la compétition est une chose, mais dans l'art martial, ce n'est pas tout. C'est une partie du chemin, on va dire. C'est une option de chemin, mais c'est clairement pas tout, quoi. Et, heu et du coup, toi, tu disais, tu as fait la compétition, tu été dégoûté, mais est-ce que tu as été blessé par rapport à ça? Au judo, ouais, quand j'étais petit, ouais, j'avais pris un bon tampon, ouais, avec quelques secondes où le cerveau avait été déconnecté un petit peu, D'accord. ce qui explique maintenant pourquoi je suis comme ça. Mais Tout est lié. déjà, ça m'avait bien refroidi. Et quand j'avais passé mon CQP de savate en 2013, je dis, bon, ben, si jamais il y a des élèves qui veulent que je les prépare pour la compète, ben, déjà, il faut savoir de quoi je parle. Je n'avais pas fait plus que ça, hein, même voire pas du tout. Donc du coup, je m'étais préparé pour un combat. La logique des choses a fait que j'ai perdu mon premier combat, ce qui était normal, hein, vu que j'avais pas l'expérience. Mais c'est pas vraiment sur le combat où j'ai eu mal, c'est la semaine d'après où j'ai fait connaissance avec migraine ophtalmique. Et là, j'ai compris qu'effectivement, il peut y avoir des séquelles. Bon, pour moi, ça n'a pas été très grave, mais Oui, si c'est fait de façon répétée, ça peut avoir des ouais, c'est pas anodin, c'est pas innocent de prendre des coups par la tête. Et ça m'a refroidi aussi en me disant, va falloir faire un choix. Est-ce que tu veux te continuer dans le fait d'enseigner des techniques ou est-ce que tu veux te lancer à fond dans le domaine complet? Est-ce que tu as pris autant de plaisir que ça ou pas? Et au final, moi, j'ai vite fait mon choix. J'ai dit, non, on arrête les bêtises. De toute façon, je ne serai jamais champion du monde. Donc, ça sert à rien ça sert à rien de me massacrer le cerveau plus que de raison. Donc, j'ai préféré garder la voie de l'enseignement. d'accord. Et du coup, tu as aucun élève qui fait de la compète? Ah bah, du coup, je le propose pas du tout, parce que moi, je ne fais plus du tout partie de la fédération de savate, donc je fais partie de la fédération des arts martiaux historiques européens. Au niveau, il n'y a pas de compète actuellement sur le domaine pugilistique. Donc du coup, pour moi, la question se pose pas, et même si elle y était, pour ma part, je n'entraînerai pas pour ça. D'accord. Oui, mais si ça te correspond pas, c'est bien d'avoir l'honnêteté de le dire. Mais je veux pas décevoir les élèves, un prétendant, enfin une personne qui vient chez moi avec une volonté compétitive, ben c'est pas honnête de lui dire ouais, je vais te préparer pour pouvoir faire une adhésion de plus. Et puis au final, la personne, elle va me prendre pour un tocard, elle va être dégoûtée. C'est dégueulasse. Je préfère C'est ça. être franc d'entrée de jeu. Je dis voilà, nous on fait du loisir, c'est un club familial, on apprend des techniques, on s'amuse. Bon, des fois, on s'asticote un peu, mais on met les protections qui correspondent, on met un casque, on met des gants un peu plus rembourrés, voilà. Mais si tu veux de la compétition, va dans tel club ou va dans tel club, parce que c'est là que tu trouveras ce que tu cherches. Oui, mais c'est très bien d'avoir cette honnêteté, hein, voilà, envers les adhérents, envers les personnes, qui viennent vers toi, c'est important d'avoir cette honnêteté pour, justement, pouvoir, faire ce que tu veux aussi. Parce que si tu dis aux personnes: «Je vais te préparer à la compète», tu vas devoir en faire un peu et du coup, tu feras pas ce qui te plaît.
C'est exactement ça. Comment tu fais pour retracer les techniques anciennes du coup? Est-ce qu'avec justement la fédération dont tu parlais, tu as des liens? Tu parlais des livres et également tu pourrais parler des auteurs les plus importants? Oui, alors les sources, donc c'est ce qu'on appelle les sources primaires. Donc on a les sources primaires, les sources secondaires. Les sources primaires sont, on va dire, c'est les écrits directs du maître. Les sources secondaires vont être les à côté de, ça va être le contexte, ça va être des gens qui ont vu, ça va être des témoins, ça va être des élèves qui ont pu avoir écrit. Donc on va travailler directement en premier sur ça. En D'accord. plus, les écrits français du 19e, c'est un très bon français de qualité. Donc vraiment, si des fois les tournures de phrases sont un peu complexes et la façon d'enseigner n'est plus habituelle parce qu'ils sont dans l'analytique pure, euh, mais après c'est quand même accessible, quoi. Donc moi je travaille là-dessus principalement. Je lis les livres, je les relis, je les re-relis. J'essaie de comprendre là où il y a des lectures à tiroir un peu pour aller au fond de la pensée du maître. Je fais des notes et ensuite j'essaye tout seul et si je vois que c'est validé, je l'intègre au cours. Ensuite, on a donc les sources secondaires pour comprendre le contexte de certaines façons de faire. Il n'y a pas de combat à outrance, enfin quand ils font des opéras-concerts ou des démonstrations, il n'y a pas de combat à outrance et ils font ce qu'on appelle la touche annoncée pour éviter absolument toute effusion de sang. Alors, avec nos yeux d'aujourd'hui, sans comprendre, on dirait ah ben c'est des fragiles, hein, ils savent pas taper, hein. Alors que quand même, c'est des gens qui, pendant leur service militaire qui durait au minimum 3 ans, ils se finissaient à la baïonnette, les gens de cette époque-là. Donc je pense pas qu'ils étaient fragiles. Mais la vraie raison, c'est que il est interdit de faire des effusions de sang en public. Et on peut finir en prison pour ça. On va pas faire des spectacles où ça va saigner, parce sinon tout le monde va finir en prison. Ce serait dommage. Et voilà. Donc la pratique s'est adaptée à la loi, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir, grâce à YouTube et à d'autres chercheurs hein, qui publient des archives vidéo, souvent des archives militaires. Je vais étudier ces archives. Là, actuellement, je suis en train d'en étudier là, sur certains trucs. Et là aussi, c'est un bon support. Ça nous permet de voir la gestuelle et l'attitude que pouvaient avoir les combattants de l'époque. Et après, Qui est voilà. totalement différente, hein. C'est vrai que tu as publié, sur ton groupe Facebook, tu avais publié des vidéos, c'est vrai que ça change totalement, hein, dans la Ouais, pratique. c'est pas pareil, c'est autre chose. Il y a une autre vision. Mais en plus, eux, ils ont cette interdiction d'être violents au niveau visuel. Mais quand on lit les sources secondaires, notamment, moi, j'ai le nom, bon, mais je filerai des liens aussi s'il y a besoin, où la personne décrit les combats de savates de l'époque. Euh, ça s'arrache les oreilles, ça se mord, ça se crève les yeux, et Ah oui, ça se met des coups de pied là où ça peut faire le plus mal possible pour casser les genoux, écraser les pieds, voilà, taper dans les parties. Voilà, il n'y avait aucune limite non plus. Donc, c'était pas. Voilà. oui, bien sûr. On a une vision filmée et une vision romantique, et puis il y a la réalité des faits où quand c'est dans les bas-fonds, on y va à fond parce que c'est la survie qui est en jeu, quoi. Bien sûr. De toute façon, quand la survie est en jeu, on agit souvent, autrement. Oui, Et du coup, moi, j'avais une petite question, c'est est-ce que tu t'entraînes avec des tenues anciennes? je l'ai fait surtout pour les chaussures parce qu'il y avait des Oui, choses que je ne comprenais pas avec les chaussons modernes, notamment sur les pivots. d'accord. Moi, on m'a toujours appris de faire les pivots sur l'avant du pied. Mmh. Et quand on lit les livres, ils disent de faire les pivots sur les talons. D'accord. Et je me dis, mais comment on est passé du talon à la pointe de pied? Alors, au début, je faisais ça avec donc, mes chaussons en faisant mes pivots sur les talons et ça marchait pas. J'ai dit, mais Mmh. c'est n'importe quoi. Et puis, donc, ben, j'ai essayé d'avoir une approche un peu plus scientifique. Et j'ai dit, ben, je vais acheter des chaussures qui correspondent à celles de l'époque. J'en ai trouvé sur le net. Et j'ai essayé. Et bien effectivement, pivoter sur les talons va plus vite quand on a des chaussures qui ont des talonnettes. Ah, c'est la talonnette qui fait la C'est différence. la talonnette qui fait la différence. Talonnette que l'on ne retrouve pas sur le chausson. Donc l'outil ayant changé, la pratique a changé aussi parce que ça ne correspondait plus. Et en D'accord. fait, Donc et ça marche pour tout. L'utilisation des gros gants de boxe d'anglaise ont annihilé tout simplement des dizaines de techniques de coups de poing qui peuvent paraître improbables quand on les fait avec les gros gants de boxe anglaise. Mais quand on les fait à main nue ou avec des mitaines MMA, ça marche. Et pareil pour les chaussures, quand on a des chaussures qui ne sont pas dures, qui ne sont pas, on va dire, rigides, comme le chausson de savate moderne, eh bien, il y a des techniques qu'on ne fait plus parce qu'on se fait mal aux pieds. Mais quand on a des vraies chaussures de ville, ça marche. d'accord, oui, il y a une coque en plus, c'est ça? Elles sont en semi-coquées, j'imagine, ces Alors, chaussures? c'est pas vraiment coquet, c'est que la semelle est en cuir bouilli. Et le cuir bouilli est une matière vraiment très dure. Et tout est en cuir et la pointe est généralement doublée. Il y a une deuxième couche de cuir pour protéger les orteils.
Alors c'est pas une chaussure de sécurité pour le chantier, hein, mais quand même, quand on vient frapper avec la pointe de pied, eh bien, c'est bien plus utile que de frapper avec le dessus du pied. Et on se fait On pas voit mal. bien. On se fait pas mal, on est bien protégé et du coup, le coup est plus pénétrant parce que c'est la pointe du pied. C'est exactement ça. Et D'accord. je finirai mon propos en disant que, contrairement à toutes les autres boxes qu'on peut retrouver, la boxe française n'est pas un art pieds nus, mais un art pieds armés. Et les techniques sont développées par rapport à cette arme qu'est la chaussure, et pas par rapport au pied qui vient frapper. Est-ce que, du coup, la préparation mentale, existe dans la boxe, traditionnelle, du coup, enfin dans la savate traditionnelle? Alors oui, alors ils en parlent pas de façon explicite, on va dire. L'assaut en fait partie, en travail mental. Ben, le fait de jamais s'avouer vaincu, d'essayer toujours de trouver une solution. L'entraînement en lui-même fait partie du renforcement moral et mental. Ben, tant qu'on échoue, ben, on recommence jusqu'à ce qu'on réussisse. Voilà, on est plus sur D'accord. ce genre de choses. Il n'y a absolument pas cette notion de venir prendre les coups et d'encaisser les coups sur soi. Ça aussi, c'est une vision vraiment contemporaine. Moi, je suis résolument contre cette façon de voir, de toute façon, où il faut se muscler pour encaisser les coups, voilà, faut s'endurcir, faut pas écouter son corps quand on prend un choc. Et on n'est pas du tout sur cette vision de pensée au 19e, on est plutôt sur la sauvegarde du corps dans son intégralité, c'est-à-dire prendre un coup, ce n'est jamais bon, donc il faut les esquiver. Et si on ne peut pas esquiver et qu'on va faire une parade, il faut que cette parade devienne une frappe pour blesser celui qui frappe. Mais en aucun cas, on retrouve pas de propos qui disent allez, tu plaques les bras contre toi, t'attends que ça passe. On est vraiment à milieu de ça. C'est incompatible. Et je m'aperçois quand des fois je vais un peu boxer avec des personnes qui font de la savate sportive ou de l'autre pied-point. Ben, j'ai l'impression que les préceptes des maîtres du 19e marchent mieux que le fait d'attendre que ça passe. Parce que moi, la personne en face, si elle ne fait qu'encaisser et qu'elle ne réagit pas, ben, je vais pas m'arrêter de taper, hein. Et je vais prendre mon temps de taper là où il n'y a pas la garde. Tu vas marteler, du coup. Et oui, je vais chercher la faille jusqu'à ce que ça marche. Et chaque fois qu'il prend un coup, ben, c'est jamais bon. Et son temps de réaction va pouvoir me permettre de le faire, de continuer à marquer des coups. Et quand il voudra réagir, ben moi je sais qu'à un moment ou à un autre, il va vouloir réagir. Ben, j'aurai plus qu'à esquiver et dans l'esquive, placer une riposte et reprendre mon jeu. Mais tu arrives à imposer ton rythme, du coup. Mais ça Exactement. demande Et c'est, en un fait, il parle vraiment de ça, hein. C'est casser le rythme de l'adversaire et imposer le sien. ouais, mais c'est ce qu'on retrouve dans tous les arts martiaux de toute façon, hein, que ce soit, japonais, russe ou français Ouais, finalement, hein, le c'est de corps est la fait logique. pareil. On Heu, peut pas laisser l'autre taper, quoi. C'est parce qu'il va gagner. Comme ce que tu disais pour les blocages, à la base, je prends l'exemple du karaté ou du jiu-jitsu, les blocages sont faits pour casser le bras à l'adversaire ou au moins pour l'endommager. Oui, oui, bah, c'est ça, c'est le principe de la frappe de frappe. En fait, alors ça joue sur deux aspects, parce que sur l'aspect physique et psychologique, parce que celui qui porte l'attaque, qui attaque, il est dans une optique de faire mal et Oui, pas lui d'avoir mal. Donc si non seulement il s'aperçoit que son coup n'a pas porté, mais qu'en plus il a vivement mal au poignet ou à la cheville, ben, au niveau psychologique, on va commencer à saper, on va saper le moral un peu, en disant ben, ouais, j'arrive pas à le toucher, mais en plus il me fait mal quand il se défend. Merde, ça se passe pas comme je veux, ça marche pas. Et là, oui, oui, on attaque déjà le travail de destruction morale et le physique va suivre très vite après. oui, oui, c'est sûr. De toute façon, quand il y a plus la gagne, comme on dit, en règle générale, Oui, oui, oui. derrière, ça descend. Tu parlais de personnes qui sont prêtes à arracher les yeux ou, à arracher les oreilles ou à mordre et cetera. Du coup, je me demandais, il y a quand même peut-être une préparation psychologique qui est faite là-dessus ou pas du tout, par les maîtres? Charlemont en parle. Et en gros, il va avoir une phrase qui explique tout. La fin justifie les moyens. D'accord. Il le Ouais, mais dit c'est texto, hein, la fin justifie les moyens. S'il faut mettre un coup de tête, on met un coup de tête. S'il faut mettre un coup de genou, on met un coup de genou. Si le coude sera plus efficace qu'un coup de poing, ben, on va mettre un coup de coude. Et après, voilà, ce que je disais par rapport à ceux qui se mordaient, tout ça, on est quand même, on n'est pas dans au niveau social, on est vraiment dans le bas-fond social de Paris, hein. bien sûr, mais On n'est pas quand on dans se fait la. agresser au couteau, que ce soit le bas-fond social de Paris ou pas, Ouais, ouais. Alors ça, c'est un sujet. Ben là aussi, on a notre vision actuelle avec les interdits actuels, mais à l'époque, très rares sont les gens qui se baladent à poil. On a soit une canne, soit soi-même un couteau, soit même ce qu'ils appellent un rigolo, c'est un revolver. Un des autres maîtres, ben, c'est Émile André. Alors c'est pas un maître, c'est un martialiste, mais qui a écrit beaucoup de bouquins sur le sujet. Et lui, il explique,
c'est tellement logique qu'on n'y pense pas en fait. C'est que quand on ne veut pas tuer, on utilise la boxe française et la canne. Par contre, si on veut tuer, on s'embête pas avec ça, on prend un revolver. Et oui, mais ça voilà, ça pour moi, ça fait partie de la préparation mentale aussi, hein, de l'anticipation, en parler clairement et voilà, avoir ce discours de: «S'il faut utiliser ça, jusqu'où je suis prêt à aller?» parce que sinon, c'est pas le jour J où il va falloir hésiter. Ouais, mais voilà, pour l'époque, quand on veut tuer quelqu'un, ben, on utilise un outil qui est beaucoup plus efficace que des coups de pied ou des coups de poing. Ben, on prend un gros couteau ou on prend un revolver. On s'embête pas C'est avec sûr. les pieds et les poings. Il y avait pas les mêmes interdits comme tu l'as dit. Et il n'y avait pas les mêmes interdits. Eux, ils sont complètement raccord avec leur époque. Et nous, c'est simple. Il y a que les hors-la-loi qui sont armés, si je puis dire. Bien sûr. Et combien de temps tu t'entraînes, par semaine, toi, en moyenne? Alors, donc je fais 4 heures de cours pour les élèves. Donc je m'entraîne D'accord? un peu avec eux, mais bon, c'est pas l'entraînement intensif. Et en général, je fais entre 2 heures et 3 heures par semaine, suivant mes envies. D'accord. Tu t'entraînes seul du coup ou tu as quelqu'un, Et oui, avec toi? j'ai un sac dans le garage et je travaille mes techniques au sac. Après, j'intellectualise beaucoup, j'essaye de réfléchir, de voir est-ce que si je faisais ça comme ça, ou si tu mets ton pied comme ceci, est-ce que ça marche mieux ou pas. Voilà, j'essaye de gratter un peu. Le fait d'intellectualiser, il y a des gens qui sont un peu en refus de tout ça. Il y a plusieurs personnes, hein, qui en parlent, notamment, Patrick Roux qui est, champion, alors je sais plus, je crois qu'il est vice-champion du monde, quelque chose comme ça, en judo. Je sais plus quel est son palmarès, mais qui explique que la visualisation et la préparation, la réflexion des principes est quelque chose de nécessaire et c'est vrai que c'est hyper important et d'ailleurs, on a écrit un article sur la visualisation et comment ça fonctionne dans le cerveau, comment ça permet en fait finalement d'être beaucoup plus performant. Parce que la visualisation, ça permet de créer des connexions neuronales pour faire simple et vu qu'il y a des connexions neuronales, on va agir beaucoup plus vite et on vous mettra le lien pour que vous puissiez voir un peu plus le détail, de ce rôle-là. Est-ce que tu fais la préparation physique ou est-ce que ça te semble être nécessaire d'avoir une préparation physique pour ta discipline? Je fais une petite préparation physique pour que tout le monde ait au moins un socle commun cardio, musculaire et souplesse. Après, la pratique en elle-même, c'est une préparation physique en même temps. Parce que quand je leur fais faire je les fais travailler en rang, c'est ce qu'on appelle du travail en ligne, chose qui ne se fait quasiment plus au niveau sportif. C'est que les élèves sont alignés et je leur fais faire des dizaines de coups de pied à droite ou à gauche de telle ou telle. Alors ça, on retrouve cette technique souvent dans les arts martiaux asiatiques, mais au niveau des sports européens, ça a quasiment disparu, je crois. Eh bien, au bout d'un quart d'heure de faire des techniques de coups de pied, gainer la jambe, garder le genou levé pour pouvoir continuer à armer, réarmer, frapper, réarmer, frapper, réarmer, et là, ben, au bout de 10 minutes, ils transpirent, hein. Ah Donc oui. la prépa physique, elle se fait toute seule par la pratique, en plus du socle commun basique que je mets en début de cours. Oui, oui, je comprends tout à fait. En règle générale, hein, c'est ce que je dis souvent, la préparation physique, autour des arts martiaux, si on a une pratique intense, il n'y en a pas vraiment beaucoup besoin. Après, c'est vraiment si on a envie de peaufiner ou s'il y a un souci de détail, par exemple, on sent que notre coup de pied se lève pas assez haut, va peut-être falloir faire de la souplesse dynamique ou du gainage ou voilà. Mais hormis ça, c'est vrai qu'en règle générale, les arts martiaux sont complets, sur ce point de vue-là. Normalement, oui. Ça, enfin, à mon avis, hein, le pratiquant basique, l'élève basique d'arts martiaux, quel qu'il soit, normalement, il doit avoir quand même, on va dire, minimum 2 minutes de 2 minutes de souffle pour pouvoir exprimer sa technique, minimum, hein. Et être capable au moins avec les jambes d'arriver au niveau du ventre, en termes de souplesse, pour venir frapper au moins au plexus ou au foie. Non, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, hein, il y a aucun doute, hein. Voilà, les arts martiaux sont, déjà, quelque chose qui a pour but de forger le corps, que ce soit les arts martiaux asiatiques ou les arts martiaux français, hein. Voilà, il y avait toujours cette idée, hygiéniste, de voilà, de créer des corps en bonne santé, des gens qui sont moins malades, donc c'est quelque chose d'important. C'est exactement ça, c'est les mots qu'on retrouve dans les traités. C'est se maintenir en forme, euh, en bonne santé morale ou physique. Il y a une phrase de Charlemont qui me fait un peu rire, et il dit: on ne trouve pas de maître d'armes malheureux. Sa pratique régulière fait en sorte que son corps est toujours en bonne santé, ou du moins il est toujours dynamique. Du coup, ça joue sur le moral, il y a pas d'abattement. Donc même si on peut avoir des petits coups de blues, on va dire, on n'est pas malheureux en soi, on n'est pas malheureux du soir au matin, tout simplement parce que la pratique normale de l'art martial fait en sorte on a une espèce d'enthousiasme permanent, une espèce de joie de vivre permanente. Ça pourrait presque rejoindre, ça c'est des concepts que j'ai bien envie de développer pour plus tard, c'est les liens avec la philosophie, et notamment le stoïcisme,
où je trouve que cette façon de voir les choses et la vie peuvent être totalement compatibles avec la pratique martiale. Ah, je suis 100 d'accord. Alors là, je te rejoins, pleinement. Bon, moi, j'ai fait quelques études de philosophie, j'ai une licence et du coup, ça m'arrive souvent dans les articles, enfin souvent, de temps en temps, je vais piocher, chez les philosophes européens le lien qui va avec, la pensée, par exemple, orientale parce que, beh, oui, c'est totalement lié. Tout le monde a la même idée, finalement, c'est le vivre mieux. Donc Ouais. Je pense que personne n'a envie de vivre triste et malheureux, mal portant toute sa vie. Enfin, je pense qu'il y a quand même un aspect, c'est ce que peut-être on appelle la recherche du bonheur, mais peut-être la recherche du bonheur, c'est déjà de se lever le matin en étant de bonne humeur et un petit peu plus enthousiaste que la veille, je pense. c'est ça. Non, non, mais pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et je pense que, justement, c'est aussi un des points qui différencie les arts martiaux des sports de combat. Parce que les arts martiaux sont pratiqués pour eux-mêmes. Du coup, il y a pas cet attrait du résultat et comme ça, on développe, un certain bonheur à pratiquer seulement, ce qui est pas tout le temps le cas dans les sports de combat. Mhm. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Ce que je dis à mes élèves aussi, c'est quand, surtout pour les débutants, ou des fois j'ai des gens qui ont la quarantaine et qui n'ont jamais fait d'arts martiaux et qui viennent chez moi. Et ils me disent, ah ouais, oui, mais pour les jambes, la souplesse, je sais pas monter plus haut que mon genou. Tout ça. Je dis, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Dans tous les cas, il n'y a pas d'objectif. Tu vas à ton rythme. Si dans 6 mois, tu es capable de mettre le pied au niveau de mon visage, ce sera très bien. Mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Moi, il n'y a aucun objectif. Le but, c'est que tu t'épanouisses. Et à Ouais, partir de là, on sent qu'il y a un fardeau qui tombe des épaules. Ils n'ont pas le poids de notre monde actuel enfin, on va dire, de notre mode de vie actuel où oui, on n'a pas le droit de vivre si on n'est pas productif et si on n'a pas du résultat, si on n'est pas efficace, entre guillemets, au niveau rendement. Et je pense que l'art martial, il se perd à vouloir aller dans l'efficace et dans le rendement. Je pense que d'abord, il doit être dans l'utile et l'épanouissement. je suis d'accord, pour moi, les arts martiaux, sont, un système de self-défense, un système, d'efficacité malgré eux. C'est pas le but premier. Ouais, ouais. Et Puis, de toute voilà, façon, si, comme ben, je pense, si on veut être efficace pour se battre et pour faire du mal aux gens, eh ben, faut s'engager dans l'armée et ils verront qu'ils apprendront pas à manier l'épée longue, ils apprendront à manier des armes à distance. Et effectivement, eux, ils seront efficaces dans le rendement de créer du malheur ailleurs, quoi. Et au 19e, je pense je suis pas trop loin de la façon dont ils pensent, hein. On va travailler l'art martial pour se protéger ceux qu'on aime, mais on va pas le travailler pour aller porter le malheur à l'autre. mais voilà, c'est alors en japonais, je me permets de faire un petit lien, c'est le Go Shinjutsu, hein, c'est ça, c'est ne pas avoir à l'utiliser, mais lorsqu'on l'utilise, c'est pour, se mettre soi et ceux qu'on aime en sécurité et c'est être suffisamment moyen pour survivre. C'est pas être le meilleur, c'est juste être suffisamment bon ce jour-là pour pouvoir utiliser ce qu'on a appris et survivre. Mm. Même si c'est pour fuir. Même si c'est pour fuir. Ah mais je suis 100 d'accord, hein. Parce Mais que encore deux faut minutes de cardio en courant à fond, ben, ça peut permettre de mettre 100-200 mètres dans la vue et de pouvoir et ben, se sauver. Et c'est c'est le ça, principal. tout simplement et pour les personnes qui vraiment craignent pour leur vie, Armand Vallée, le fondateur de notre école a une phrase qui me plaît beaucoup. C'est, «Si vraiment tu as si peur que ça, le mieux c'est encore de t'acheter un pistolet». Ah, mais c'est ça, mais carrément. Carrément. C'est exactement ça. Voilà, si on a trop peur, on vit plus. Je me permets, un petit instant pub, mais c'est, tout à fait gratuit. Vous avez un livre à télécharger sur la souplesse, comme j'ai vu que tu en parlais beaucoup. Mhm. Voilà, on a un livre, dédié à la souplesse avec une vidéo, une méthode pour les arts martiaux. Vraiment des exercices en passif, actif et en statodynamique, donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Mais il y a un peu de part d'art spectacle qui est un peu là-dedans, où par rapport, on revient toujours un peu à Hollywood ou les films de Hong Kong, où effectivement les combats se passent toujours à très haute altitude, on va dire. Alors, alors qu'au final, écraser les pieds et taper dans le Et les tibia genoux. ou venir faucher le genou, bon, ben, ça marche aussi bien, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les interdit dans les sports de combat comme le MMA, hein. Mm. Voilà, c'est parce que c'est, l'arrachement des ligaments du pied, quand juste en poussant, en marchant dessus, c'est meurtrier, hein, Et mais voilà, bon. ben, nous, c'est ce que, ben, par exemple, hier, c'est ce qu'on a appris. Hier, le thème du cours, c'était, on travaillait directement par rapport à une source capitale qui est l'article 122-5 relatif à la légitime défense, où ben, comment nous, en tant que pratiquants d'arts martiaux, est-ce qu'on peut riposter sans tomber dans la disproportion de la frappe et sans avoir à justifier le fait que la personne qui nous attaquait, nous en ripostant, ben, comment on justifie le fait qu'elle est
dans un fauteuil roulant ou même qu'elle est morte parce qu'elle est tombée par terre et qu'elle est mal tombée, eh bien, on a essayé de travailler sur des techniques qui permettent de faire très mal sur le coup, mais qui ne sont pas létales du tout. Ce qui marche très très bien, c'est écraser le pied, une béquille dans la cuisse, ça tue personne, mais ça permet de prendre la fuite. Et c'est le plus important. C'est ce qu'on disait Et tout à l'heure. je pense que c'est quand même le plus important, c'est ne pas devenir un meurtrier soi-même et ne pas finir dans une boîte non plus. Quel est le problème technique majeur qui t'a freiné au début de ta pratique? Ce qui me faisait pas peur, mais qui m'angoissait un petit peu, c'est le moment où j'ai pris la décision de quitter une grosse fédération pour en rejoindre une qui est 10 fois plus petite, on va dire, et où je ne connaissais personne dedans, où voilà, et j'ai eu un peu d'appréhension en disant est-ce que je fais le bon choix en abandonnant la protection d'un grand frère, entre guillemets, mais qui ne me comprend pas du tout, pour rejoindre une personne que je connais pas, mais qui me parle des mots qui résonnent fortement en moi. Voilà, moi ça a été plus sur ce côté administratif, on va dire, et est-ce que c'est le bon choix de changer de fédé que en termes de pratique, quoi. Au niveau technique, moi, j'ai eu aucun. Pour le moment, je touche du bois, j'ai eu aucun souci, aucun problème, tout se passe bien, donc je m'adapte à mon âge. Tu te fixais peut-être pas non plus trop d'objectifs compétitifs, etc. Tu n'étais peut-être pas trop frustré par rapport à ça? Ah bah non, mais vu que j'ai pas du tout d'objectif dans le temps, je mets le temps qu'il faut. Et Ouais. s'il me faut 6 mois pour comprendre un concept, ben, je mettrai 6 mois, c'est pas grave. Et du coup, le conseil que tu donnerais peut-être aux gens, ce serait peut-être parce que c'est la question suivante, mais j'essaye de répondre à ta place, voir si j'ai bien compris ta philosophie, c'est peut-être se détacher des objectifs compétitifs pour être dans le plaisir de la pratique. Ouais, déjà, je pense que par rapport à eux-mêmes, qui ne se fixent pas des objectifs inatteignables, et je rejoins sur le stoïcisme, quand on se fixe des objectifs inatteignables, eh bien forcément, on va arriver à la frustration de la réalisation, quand on réalise soi-même qu'on n'est pas capable d'y arriver. Ben, du coup, ben, on est malheureux. Alors que si on se fixe des objectifs atteignables et assez simples, eh bien, on va avoir la satisfaction d'y arriver. Et cette satisfaction va nous permettre de fixer un objectif un poil plus difficile, mais pas bien plus, mais qui va nous permettre de pouvoir réussir là aussi. Et donc, on est sur un cercle vertueux où on prend confiance en soi, on est heureux de ce qu'on fait, on voit que ça marche petit à petit. Et si on se fixe des objectifs trop durs et inatteignables, comme je l'ai dit, mais On est on va à démotivé. l'échec, c'est obligé, on va être malheureux, on va se déprécier soi-même, on va considérer qu'on est, voilà, je suis nul, je suis mauvais, je vaux rien. Souvent, les gens se fixent des objectifs inatteignables en se comparant à une autre personne, en disant, ouais, lui, il y arrive, moi, j'y arrive pas. Et ben peut-être que la personne à laquelle il se compare, ben, lui, ça fait 10 ans qu'il pratique, 9 ans qu'il galère et une année qu'il réussit. Et toi, ça fait même pas un mois que tu es là. Il faut que les gens se détachent du principe. Vraiment, c'est un truc je suis persuadé que quand même, je suis pas trop dans le faux quand je dis ça. Il faut se détacher du principe du rendement, de l'efficacité. On n'est pas au travail, on n'est pas dans une économie de marché, on n'est pas dans un système, on va dire, entre guillemets, capitaliste, mais je généralise. La seule chose à gagner, c'est des connaissances, du bien-être physique et moral, et prendre du plaisir. Au final, ça devrait être les seuls objectifs à avoir. Sauf ceux qui ont un objectif professionnel, à la limite, j'ai envie de dire. Voilà, ceux qui ont Oui, un objectif professionnel, c'est autre chose encore. et ça, c'est autre Mais chose, mais ça, c'est un choix on va dire, c'est un choix de vie professionnel. Mais là aussi, ils se fixent, je pense, hein, ils ne se fixent pas des objectifs inatteignables. Il y a des gens petit à autour petit, d'eux ils qui sont montent. là pour les entraîner. En plus, ils ne sont pas seuls. Et ils ont ils ont des coachs, ils ont des conseillers, tout ça. Ils sont pas tout seuls face à ça. Et s'ils se fixaient un objectif inatteignable, je pense que les personnes qui les chapeautent, ils diraient non, ça ne marchera pas, fais plutôt ça, je te le conseille. S'ils ne se régulent pas eux-mêmes, il y a quand même des gens pour les aider. Alors que Oui, l'élève, au final, l'élève qui est dans une salle lambda, on va dire, il n'y a personne pour venir lui dire quand le cours est fini qu'il est déçu de lui-même parce qu'il n'a pas réussi. Il n'y a pas forcément quelqu'un qui va venir les dire chez lui à la maison, mais c'est pas grave. De toute façon, peut-être que pour le moment, tu n'y arriveras pas. Penche-toi sur un autre aspect, tu verras, ça te permettra d'y arriver peut-être de façon plus lente, mais tu y arriveras quand même. je suis 200% d'accord avec ce que tu dis. Je me permets de rebondir sur deux points. Le premier, c'est sur les objectifs. On a fait un article justement sur calquer ses objectifs, enfin un article qui en parle beaucoup, et notamment comment faire des objectifs qui soient atteignables. On vous mettra le lien si ça peut vous aider. Et la deuxième chose que tu as dit et qui me touche beaucoup, c'est se comparer aux autres et ne pas accepter de se tromper, voilà, être frustré. Je pense qu'en France, en Europe, hein, on a un vrai problème avec l'erreur. On n'accepte pas l'erreur.
Et c'est vraiment quelque chose, moi, contre lequel je lutte. Alors, j'ai aussi fait un article dessus, mais même au-delà de ça, je lutte au quotidien, je suis enseignant. Et c'est quelque chose qui est très lourd. Les élèves se déprécient dès qu'ils font la moindre erreur. Ils osent plus écrire sur leur cahier parce qu'ils ont eu beaucoup d'erreurs. C'est quelque chose, moi, j'ai vraiment envie que les gens arrêtent de se bloquer avec l'erreur. L'erreur, c'est le moyen de progresser. C'est lorsqu'on fait des erreurs qu'on se rend compte qu'on peut progresser. C'est exactement ça, mais c'est ce que j'explique souvent aussi aux nouveaux. Je leur dis, de toute façon, vous prenez pas la tête, hein, vous allez échouer 99% du temps, et une fois vous allez réussir. Et le jour où ce sera réussi, c'est acquis. C'est Donc ça. au contraire, hein, soyez heureux de vous tromper, ça veut dire que cette technique ne marche pas, vous allez pouvoir essayer d'une autre façon pour que vous puissiez trouver celle qui marche. Ça enlève cette idée de résultat immédiat. Du coup, on rentre, je pense que tu seras d'accord sur cet aspect, c'est qu'on rentre un peu, même voire complètement en conflit avec notre société actuelle du tout de suite, maintenant, dans l'immédiat. Ben, les arts martiaux, ça marche à l'envers. Il faut prendre le temps, il faut laisser Et le c'est ça qui est corps. agréable. Je suis 100% d'accord, mais c'est hyper agréable. On a l'impression de, voilà, d'avoir le temps. On prend Oui, le temps. c'est, voilà, c'est quelque chose, c'est vrai, dans la société aujourd'hui, c'est très, très complexe hein, d'accepter de prendre le temps. Et il y a une autre phrase que tu as dite qui fait écho à ce que je pense. C'est vraiment, voilà, se focaliser aussi sur ce qu'on réussit, ou tu as dit quelque chose comme ça. Et oui, si on fait un tableau et les gens, ils écrivent, ils vont écrire, je sais pas, 100 réponses, ils vont écrire une fausse. On va leur dire: «Tu t'es trompé là», on va pas leur dire: «Tu as eu 99 de juste». Mhm. Et il faut réussir aussi à accepter qu'on est bon à certains endroits. C'est important pour nous et pour le moral, je pense. Oui, ça, c'est clair. Ah bah si je devais me définir en tant que pratiquant par rapport à mes capacités compétitives, je suis une vraie merde. Voilà, si je m'étais arrêté à ça, ben, voilà, ben, j'aurais complètement arrêté les arts martiaux. Voilà, tu posais les chaussures, c'était fini. C'est fini, Et exactement. alors Mais que toi, tu as trouvé autre chose où tu étais bien meilleur et qui te plaisait, surtout qui faisait écho à ce que tu aimes. et moi, j'aime enseigner, j'aime partager, on va dire, je suis riche des relations humaines que j'ai avec mes élèves depuis que je donne des cours. Enfin, je trouve ça tellement excellent, en fait. Alors, des fois, je me trompe parce que j'ai mal compris la source. Bon, ben, je leur dis, voilà, je me suis gaufré sur ce coup-là. Je vais vous relire la source, on va voir ce que vous en pensez et on va essayer de trouver une solution ensemble. Et eux, ils adorent parce que ils font partie intégrante du processus. Et moi, j'aime bien parce que ben, du coup, à partir du moment où on leur donne cette possibilité de ne pas être que récepteur, mais d'être pouvoir aussi être émetteur, ben, il y a des échanges, des connexions qui se font. C'est génial. Vraiment, je me vois pas faire autre chose dans le domaine des arts martiaux. Je me vois pas faire autre chose que d'enseigner. C'est ça. Mais tu as aussi, tu dis que tu enseignes, mais parce que tu as l'humilité d'aller apprendre partout où ça t'intéresse. Voilà, tu as cette parce que bon, si tu as rien à enseigner, c'est bien de vouloir enseigner, mais tu peux pas. Alors Oui, que bah là, oui, voilà, non. faut faut aussi avoir cette humilité-là que tu as. Et puis Quel je est peux me ton tromper, hein, ça arrive, hein, il y a des fois, je me suis gaufré. Alors, et quand je m'en rends compte, ben, je le dis. Ça permet déjà, moi, ça me remet à ma place. Hein, je n'ai pas la vérité absolue, loin de là. Et puis, ça me permet de progresser et de trouver la meilleure solution. Oui, oui et puis de toute façon, il faut accepter de se tromper, on y revient et c'est très bien que moi aussi ça m'arrive de me tromper et c'est très bien que les élèves voient que même l'enseignant peut se tromper, même Bien voilà, sûr, bien qu'ils sûr. soient pas, en train de l'idolâtrer trop non plus, hein, parce que il y a beaucoup, de courants où on idolâtre un peu trop les maîtres et ça fait un peu Et ça peur. fait beaucoup de mal aux arts martiaux en général. Oui. Quel est ton meilleur souvenir dans ta pratique? Ben, j'en ai beaucoup. Je peux pas dire que j'en ai un meilleur, on va dire. Alors tu peux en citer 2 ou 3 vraiment qui t'ont marqué? Ah, moi, ce que j'aime bien voir, c'est quand l'élève, en me disant ça ne marche pas parce il a pas écouté, il a pas bien écouté la consigne ou les points précis. Donc, je lui dis, bon, alors on va reprendre par étapes. Donc, dis-moi que je lui fais répéter ce que j'ai dit. Et il le fait en même temps. Et là, il s'aperçoit que ça marche très bien. Il s'arrête, il me regarde et il fait ah, bah ouais, ça marche. Et voilà, moi, ça me rend heureux. Tu vois, ça marche. Oui, C'est oui. tout simple. Et voilà, c'est le genre de trucs qui me font, c'est pas énorme, mais c'est des petits C'est moments, le ça me bonheur au fait. quotidien. Ouais, voilà, c'est des petits bonheurs au quotidien qui font que ben, c'est sympa, quoi. C'est des moments que j'aime bien aussi et quel est ton pire souvenir dans la pratique? Alors, le pire souvenir, ben, c'est lié aux compètes, notamment c'était dans la canne de combat sportive, hein, donc il y a le même problème que la boxe française traditionnelle. Hein, C'est très ce que j'ai limité. dit sur la boxe française, on le transpose totalement sur la canne. Et donc, j'ai eu deux mauvais souvenirs dans la canne.
Donc la première fois, mon prof me convie à participer pour une première compète. Je lui dis bah oui, pourquoi pas, ben, mets-moi dans la catégorie la plus basse parce que voilà, je suis une bille. Et puis ça me permettra de voir comment ça se passe. Il fait pas ça du tout, il m'inscrit dans on va dire dans l'équivalent de la Ligue 2 quoi, du football. Ah oui, C'est-à-dire, les gars, d'accord. ils avaient des dents de sabre qui dépassaient des masques, quoi, tellement ils avaient la dalle, quoi. Donc je me fais littéralement pulvériser devant ma mère. Et là, ouais, je l'ai assez mal pris parce que ouais, il y a eu tromperie, ouais, je me suis senti trompé. Par ton maître. Parce que ouais, par mon propre professeur, parce qu'il a fait le contraire de ce que moi je lui avais demandé expressément, et je me suis quand même un peu senti trompé sur ça, et j'ai vraiment pas apprécié. Et la deuxième fois, donc c'était pour une compétition dite amicale par équipe, donc j'ai mon pote, il me dit allez, on y va, on le fait, on y va pour s'amuser. Je dis, enfin moi les compètes, c'est soit j'y vais pour gagner, soit j'y vais pas. C'est soit je suis dans l'esprit de compétition, ben, on se prépare à fond et on y va pour montrer que c'est nous les meilleurs. Mais si on y va à moitié en s'étant pas préparé ni rien, moi, je vois pas l'intérêt de passer pour des bouffons. Et, et c'est ce qui s'est passé, quoi. C'est que personne s'était trop entraîné et ça a été, c'était minable. Et là, j'ai vraiment très mal vécu ça aussi parce que, pour ma part, quand on fait un truc, on le fait à fond ou on le fait pas. Et là, effectivement, il y avait que moi qui m'étais préparé, ça m'avait un peu gonflé. Donc du coup, je Ouais. me suis même barré avant la fin de la compète. J'ai dit, moi, je participe plus à ça, ça sert à rien. Servir de sac à poing pour les autres, de faire valoir, ça m'intéresse pas du tout. Et voilà, c'est vraiment mais c'est souvent lié à ces histoires de compète où, voilà, où il y a des trucs, ça me va pas, quoi. C'est pas un Ouais, temps, c'est vrai que soit pour le la combat. pratique où j'ai pas pris des coups, même quand j'avais pris des coups lors de mon combat, bon, bah, c'est le jeu. Si je voulais pas prendre des coups, il fallait pas que j'y aille. Mais c'est vraiment les à côté, quoi. C'est plus les à côté qui sont frustrants, je Oui. pense, que la pratique elle-même. Ce qui ressort beaucoup de ce qu'on a pu discuter, hein, tu es vraiment sur le contact humain, donc s'il y a un bug dans ce contact humain, dans la volonté de groupe et cetera, je comprends que tu la vives mal la compète. Ah oui, oui, ouais, je l'avais vraiment mal vécu, ouais, ça c'est clair. Et si, c'est ce qui m'a fait couper vraiment de tout. Après ça, j'ai dit, ouais, c'est bon, gardez votre truc. Moi, ça m'intéresse pas. Est-ce que tu as un exercice préféré en préparation physique ou en préparation mentale? Alors, ben, c'est un peu des deux. Je leur ai D'accord. fait faire hier, par exemple. C'est un petit exo qui dure 6 minutes et qui est découpé en 12 tranches de 30 secondes. Donc, Ouais. ce qui fait 3 cycles de 4 exercices. Chaque 30 secondes correspond à un exercice particulier qui travaille ou les jambes, ou les bras, Ouais, ou- en fait, c'est du 8. Ouais, alors je parle pas l'anglicisme, donc c'est peut-être ça. C'est de l'entraînement à haute intensité, Oui, oui, ça y sur ressemble, quoi. intervalle? C'est ça, Sur c'est intervalle, clairement ça. ouais. Et c'est ça, oui. Et en fait, toutes les 30 secondes, il y a 3 secondes de récupération pour pouvoir le temps de passer à l'exercice d'après. Et ouais, ça j'aime bien, parce que je vois les visages qui se décomposent petit à petit, et moi ça me fait rire. Voilà, ça c'est le plaisir des enseignants, vous le saurez maintenant s'il y en a qui en doutaient, hein. Mais Voir votre visage se après, je fais décomposer. l'exo avec eux, hein. Oui, non, mais je suis pareil, voilà, moi, par exemple, là, je viens de faire un jeûne de quelques jours. Donc hier, j'ai pas fait d'entraînement trop physique parce que, j'étais pas en forme et j'ai pas envie de faire quelque chose aux élèves que je suis pas capable de faire. Mm, Donc exact. heu, donc voilà, je fais avec eux, je suis d'accord avec toi. L'échauffement, c'est un moment qu'on peut partager avec eux et ça les motive aussi. Ça les Oui, motive de dire: «Ah, je vais battre le prof». oui, oui. Ou des fois, des fois, je leur fais des petites punitions collectives parce qu'il y en a un qui a oublié d'enlever ses bijoux, tout ça, donc c'est tout le monde qui charge. Et je fais les punitions avec eux. Donc ils peuvent pas, il y a personne pour râler. Oui. Parce que le prof montre l'exemple. Et à partir de là, ils vous suivent. Parce qu'ils savent que vous êtes avec eux, les mains dans le cambouis. La confiance, hein, ce qu'on disait tout à l'heure avec ton enseignant, la confiance avec l'enseignant, c'est hyper important. C'est ça, c'est C'est exactement ça. Et d'ailleurs, moi, les arts martiaux, c'est quelque chose que ça m'a appris pour mon boulot à côté, vu que je suis enseignant à côté en lycée professionnel, c'est faire confiance aux élèves. Voilà, c'est quelque chose que ça m'a vraiment appris, le lâcher prise. Est-ce que tu as un exercice au contraire que tu détestes, que tu voudrais plus voir faire, parce que tu penses que c'est dangereux? Alors là, je vais me mettre à dos euh, une bonne partie de tout ce qui est de clubs qui pratiquent ce genre de choses. C'est le fait d'entraîner les élèves à prendre des coups euh, pour le fait de prendre des coups pour s'endurcir moralement ou endurcir le physique. Voilà, moi, je trouve ça vraiment stupide en fait.
la meilleure façon de ne pas prendre un coup, enfin de se protéger, c'est de ne pas de prendre le coup. Donc, c'est déjà se parer, se protéger, enfin parer, se déplacer, esquiver. Et effectivement, des fois, on va prendre le choc, mais ça on l'apprend dans l'assaut. Mais Oui. prendre des séries de 15-20 coups de pied dans la cuisse, 15-20 coups de poing dans le ventre, ou des fois, alors encore plus délirant, et le professeur il met des mandales dans la tête avec des gants anglaises, ça dépasse mon entendement en fait. Voilà, Ouais, je comprends. de toute façon, c'est très rare quand on fait ce genre d'exercice, mais c'est vraiment ponctuel et c'est lié dans un exercice. C'est pas brut et à froid en disant ah, je vais vous taper ou tapez-vous. Voilà, c'est montrer attention si vous ne faites pas attention à vous-même euh, et donc vous respectez pas le principe de parade avant de riposter. Et bien voilà ce qui va se passer. Vous allez prendre un coup au foie, vous allez vous retrouver par terre très vite. Vous allez prendre un coup au plexus, vous n'allez plus pouvoir respirer. Ils découvrent la sensation. Pendant l'assaut, je leur fais découvrir la sensation à l'insu de leur plein gré, on va dire. Mais c'est pas un exercice récurrent où je vais le faire tout le temps. Non, c'est juste leur faire goûter et à partir de là, ils comprennent l'intérêt de la parade et de l'esquive. Oui, je comprends tout à fait. Je comprends ta démarche. Après, moi, de temps en temps, j'aime bien le tsuki, enfin le coup de poing dans les abdos, Mhm. mais pas appuyé, juste léger, pour apprendre à contracter juste. Parce que souvent, Oui, oui, oui. voilà, Ça, par contre, c'est pas un souci, ça. C'est juste apprendre à contracter les abdos, juste ce qu'il faut, le souffle qui va avec pour évacuer l'onde de choc. Ça, c'est normal. Mais j'ai vu des sessions où les gars, ils se bourrinent les côtes. Et je parle pas de gens qui sont de petit niveau, quoi. C'est censé être des gens oui, mais ça qui ça comprennent un provoque des peu. séquelles sur le long terme Mais bien sûr, et puis on muscle pas trop les côtes, hein, quand même, non, franchement, taper dedans, ça muscle pas les côtes. hein. À Bon, la rigueur, on va se les fêler. Oui, oui, ou quand on va taper le tibia contre quelque chose de dur pour endurcir, en fait, on n'endurcit pas, on détruit le système nerveux. Et alors, on fait ça quand on est jeune, et quand on a 40-45 ans, on a les mêmes syndromes que la sclérose en plaques, avec des douleurs, parce que ah les oui, nerfs impossible de repoussent. marcher, Oui, 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 les oui, nerfs repoussent après, quand on a fini de les détruire, ils repoussent, sauf qu'ils repoussent dans tous les sens, et c'est n'importe quoi. Voilà, et moi, je m'oppose vraiment fermement à cette philosophie de détruire le corps pour l'endurcir. Non, quand on détruit le corps, on le détruit, c'est fini. c'est tout et on en a qu'un. Voilà, le transhumanisme ou le transfert de l'âme dans les robots, c'est pas pour tout de suite. Donc, non, je pense que prenons soin de notre corps. Pour le moment, on n'en a qu'un. Et se lever le matin sans hurler de douleur, je pense que c'est un luxe. Parce que déjà, en prenant soin, on arrive à avoir des douleurs Oui, sur le long déjà par la vie, même le travail, hein, oui, je c'est travaille ça. sur les chantiers. J'ai pas toujours des postures qui me permettent d'économiser les muscles du dos, tout ça. Et déjà, par la vie de tous les jours, on s'abîme. Si en plus on rajoute par-dessus ça des impacts et des coups, non, je trouve ça dommage. Est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner à un débutant, quelqu'un qui a envie de commencer, à se lancer, dans la boxe traditionnelle, hein, dans l'art martial français? Est-ce que tu as un conseil à lui donner? Alors, le conseil que je lui donnerais, c'est de ne pas se focaliser que sur la boxe, parce que je vois et j'ai vu souvent des jeunes qui disent bon, je viens pour la boxe, je veux faire que de la boxe, et de penser qu'ils ne progresseront que par la boxe, et que si leur professeur leur conseille, les enjoignent à venir essayer l'escrime de pointe, ou l'escrime au sabre, ou la canne, ou le bâton, c'est pas c'est pas pour les embêter, c'est pas pour les ennuyer, c'est uniquement pour qu'ils puissent progresser aussi plus vite à la boxe. Donc je conseillerais d'avoir l'esprit ouvert et d'enlever les œillères quand on ne focalise que sur l'aspect pied-point et d'élargir son champ de vision en se disant ah mais oui s'il me conseille peut-être de faire de la canne c'est que en tant que professeur il a peut-être les connaissances qui prouvent que quand on pratique plusieurs arts en même temps, eh bien, il y a une synergie qui se fait et on progresse dans tout. Donc voilà, en fait, ce que je conseillerais aux débutants, c'est n'ayez pas peur d'essayer quelque chose que vous allez aimer, mais que vous ne connaissez pas maintenant. Je suis 100 d'accord, mais j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que c'est quand le professeur, vous invite à faire quelque chose. Évitez, à mon avis, quand on est tout débutant, enfin, en tout cas, c'est mon avis, de vous disperser aussi. Parce qu'on en voit certains qui arrivent, ils commencent 4 sports de combat, arts martiaux en même temps et du coup, ils savent plus où ils sont, ils arrivent plus. Alors, ils font, du jiu-jitsu pendant l'aïkido, ils font, de l'aïkido pendant la boxe française et pendant la boxe française, ils font du jiu-jitsu Hmm. et là, c'est un peu le risque. Très bonne remarque qui va me permettre, moi, de rebondir par rapport aux arts martiaux français.
c'est que quand on ne fait que les AMF, on va dire, il n'y a pas une redondance des arts les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas des concurrences Techniquement, de techniques. En fait, oui. vous avez la boxe française ou la savate, c'est une chose. Et si vous allez faire de la canne, euh, ce que vous avez appris à la boxe ou à la canne n'ira pas en contradiction avec l'enseignement que vous aurez à la canne. Je veux dire, il y aura pas de nuisance de l'un sur l'autre. C'est ce que j'ai Oui, remarqué. Hein. J'avais peur de ça au début quand j'ai commencé à essayer à faire du MMA français, si on peut dire ça comme ça. C'est que en fait, vu qu'on est culturellement sur le même socle et que on est sur des arts qui sont différents mais complémentaires, il y a, il y a pas de choc entre les uns et les autres. Quand on fait du bâton, ben, ça va pas contrebalancer les enseignements que je vais pouvoir donner à la boxe. En fait, il y a euh, des mouvements de bâton. Je dis, tu vois ce mouvement-là? Il me dit oui. Ben, ça te rappelle pas le crochet, ça te rappelle pas le placement de la hanche pour mettre un coup de pied, tout ça. Il me dit, ah oui, effectivement. Ben voilà, quand tu fais du bâton, tu fais aussi de la boxe. comme c'est toi qui enseignes tout, il y a pas de philosophie différente. Par contre, si c'était par exemple un autre prof de bâton, il pourrait avoir une philosophie complètement différente et de ce fait, ça pourrait ne pas coller et ça pourrait perturber un peu l'élève, tu vois ce que je veux dire? Alors, ce serait un conflit si ce serait du bâton d'origine japonaise ou Ouais, asiatique. d'accord. Mais, mais on va dire intraculturel. Et là, je parle vraiment sur le fait que oui, il y a une culture française des arts martiaux. Et même s'il y a des écoles différentes, il y a des fondamentaux. Et je n'ai pas vu, dans les différents traités, je n'ai pas vu de changements radicaux entre une école ou entre une autre. Il y a quand même il D'accord. y a un socle commun culturel et ce socle commun, ben, voilà, en gros, ça va changer sur quelques points de détail, mais le fond sera le même. Et donc du coup, ça va pas rentrer en contradiction. Oui, il y a moins de conflits que dans les arts martiaux, Il y en a quasiment heu, pas. oui, oui, je comprends. Et en gros, en fait, ce que je dirais, c'est que on peut pratiquer plusieurs arts martiaux, mais il faut qu'ils aient pour base le même socle culturel. Si tu vois un peu Et ce que je veux dire. je vois, alors je suis pas enfin, moi ça me dérange pas, par exemple, si j'ai des élèves à qui j'ai conseillé d'aller en boxe française, par exemple, Mhm. parce qu'on a un prof de boxe française que je connais bien à côté et je sais qu'il va les faire bosser sur certains points. Donc voilà, mais c'est parce que je connais plus que la discipline, c'est le prof en question que je connais. Oui, tu fais plus Donc confiance au professeur qu'à la discipline en elle-même, bien peut-être. sûr, bien sûr. Pour moi, ce qui représente, une discipline, elle représente pas grand-chose d'un cours. C'est le prof qui fait. Moi, je vois mon frère, et moi, on a exactement le même professeur, le même cursus et pourtant nos cours sont très différents. Mm. Alors ça veut pas dire, techniquement, c'est la même chose, mais la façon d'organiser les cours, la façon de faire travailler les élèves, on travaille pas du tout de la même façon. Ouais. Donc voilà, c'est, des façons qui sont complémentaires, qui sont différentes, mais voilà, je sais que du coup, j'ai plus tendance à regarder le prof que la discipline en elle-même. Ouais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que tu as un pratiquant qui t'a particulièrement marqué ou que tu aurais aimé vraiment rencontrer et que tu n'as pas pu rencontrer? Au niveau national ou international? Peu importe, un pratiquant en particulier. Ben, en fait, moi, les gens que j'aurais voulu rencontrer, ils sont malheureusement morts au siècle dernier, quoi. Charlemagne, j'imagine? Et voilà, moi, j'aurais vraiment aimé à pouvoir échanger, autre que par un livre et dans un sens unidirectionnel, pouvoir échanger avec ceux qui ont développé ceux qui ont développé la technique. Je prends pour exemple la méthode Lafon. Donc, je discute avec un des professeurs qui est devenu maintenant un ami et il a eu cette chance de pouvoir échanger avec le maître. C'est un des derniers maîtres fondateurs d'un style, d'un courant d'arts martiaux français, donc la méthode Lafon qui pareil touche donc la boxe, la canne, l'escrime, voilà, et le bâton. C'est vraiment très diversifié, comme normalement quoi. Et il a eu cette chance de pouvoir échanger avec cette personne. Et quand il m'en parle, on voit il a les yeux qui brillent et il est autant ému et fier d'avoir pu parler avec cette personne. Et je sais qu'il est conscient de la chance qu'il a eue parce que pour ceux des autres méthodes, ben, nous, on devra se contenter de deux bouquins, de trois bouquins et de deux, trois petites vidéos qu'on retrouvera sur YouTube et puis c'est tout quoi. Et puis c'est oui, techniquement, c'est plus compliqué. Je comprends cette Alors, ça peut être frustration. compliqué, mais après les textes sont bien écrits, mais c'est surtout comprendre l'humain quoi. Oui, 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 toute la philosophie qu'il y a derrière parce que, bah, Exactement. l'enseignement, c'est une méthode, c'est une réflexion, c'est voilà. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose dans cette interview et que je n'ai pas fait, que je n'ai pas posée? Tu Non, enregistres. je trouve que l'interview quand même est assez complète. Je vois pas. OK. Bon donc Non, je pour moi c'est bon, c'est nickel.
Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu me poser, toi, de ton côté? Ouais. Alors, ma question sera de est-ce que tu es disponible, le 11 et 12 avril 2020 pour venir au premier congrès national des arts martiaux français? Apparemment, j'ai rien. Alors apparemment, pour l'instant, j'ai rien, donc je pense que c'est possible. Il faut que je vérifie quand même parce que j'ai pas tout dans l'agenda. Par contre, bah, si c'est possible, ce sera avec grand plaisir. Si ça te dérange pas, on couvrira l'événement, avec le blog à la limite, Mmh. et puis voilà. Il se passe où, ce congrès? Alors, le congrès se passe, à Luc-la-Primobe, à 10 kilomètres de Rodez, en Aveyron. D'accord, Et il se passera donc sur 2 jours avec, 5 intervenants en plus de moi-même. Alors c'est pas ça va pas être un congrès, où on va faire que parler. On va parler un petit peu au début, mais on va surtout pratiquer ensemble et l'objectif de ces experts, ça va être de démontrer chacun une méthode de boxe française ou de savate qui existait au 19e siècle. c'est Donc super bien. on oui, oui, je trouve aussi. Et Non, c'est clair. le but, voilà, ça va être de dire il n'y a pas une méthode de boxe, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs façons de voir, et rien n'empêche de pratiquer l'une ou l'autre et de se faire plaisir avec des méthodes différentes. Du coup, tu me donneras toutes les infos, comme ça je les ferai tourner à un maximum de personnes que ça pourrait intéresser, hein, Ouais, donc que ce soit, le tarif, est-ce qu'il y a des facilités de logement pour ceux qui sont de loin et cetera? Voilà, oui, oui, tout oui. ça tu me fais passer et puis, moi je fais tourner un maximum d'informations. Alors j'ai créé un événement Facebook où voilà, bah, j'ai mis la liste des hôtels qui sont sur le secteur. Au niveau des tarifs, pour les personnes qui ne sont pas adhérentes de mon club, ce sera 20 euros pour les 2 jours ou 15 euros la journée. On va mettre aussi en place une petite réservation le soir au restaurant pour bah, pouvoir manger avec les intervenants. C'est chouette. Donc voilà, j'ai envie de faire un truc euh, Convivial, j'ai l'impression, convivial, familial, mais où, ben voilà, où chacun a sa place. Ben, ceux qui connaissent pas du tout, ben, ils viendront découvrir. Et ceux qui sont experts dans une méthode, ben, ils vont pouvoir découvrir d'autres méthodes. Et donc, du coup, ça va leur ouvrir, ça va leur enlever les œillères en leur disant, voyez, il y a vous connaissez votre méthode, mais voyez, la méthode du voisin, elle n'est pas dégueulasse non plus. Et il peut y avoir des choses intéressantes. oui, non, mais c'est sûr, c'est vraiment une très belle initiative. Donc, pour l'instant, je te réponds oui, je te confirmerai ça quand même, Mhm. la date approchant, mais, voilà, ça me plaît bien. Donc voilà, je te réponds oui pour l'instant. On viendra sûrement avec Anne et j'ai même, des élèves qui sont profs de boxe à côté que ça pourrait intéresser donc voilà, je fais tourner l'info. Je tiens à te remercier, tout particulièrement pour cette interview, qui voilà, qui était très riche, très intéressante. Tu as répondu très honnêtement, ça se sent, ça fait plaisir, voilà, merci beaucoup, je sais pas quoi dire de plus. Merci à toi d'avoir pris du temps pour m'interviewer, hein, ça va aider la cause des arts martiaux français. Il faut espérer. Voilà, je vous dis à tous très bientôt. Si vous avez, des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser, soit, Alaric les verra directement ou soit je lui ferai remonter. Il y a pas de souci. Ou si c'est des questions pour moi, vous pouvez poser aussi en commentaire, vous hésitez pas. Puis je vous dis à très vite pour la prochaine interview ou la prochaine vidéo. Tchoubaï.